Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Lundi 19 octobre 1987. Panique totale à la bourse de New York qui perd 22,6% en une seule journée, explosant le record de baisse précédent qui datait de 1929 et qui était de 12,6%. Bien sûr, la baisse se propage à tous les indices mondiaux, avec Hong Kong qui perd 46%, Londres qui perd quasiment 27% et Paris qui résiste presque bien avec une baisse de 9,6%. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Bien sûr, comme dans la plupart des cracks, on avait auparavant une bulle spéculative qui datait à cette période-là de 82 à 87. Alors le président américain à l'époque qui achève son deuxième mandat, c'est Ronald Reagan qui a été élu en 1980 sur le slogan « America is back ». Alors, du côté politique, Ronald Reagan a mis en place un programme très libéral et a réussi à restaurer la confiance aux États-Unis. Du point de vue financier, ce qui marque surtout, c'est l'explosion des nouveaux instruments financiers, avec typiquement l'arrivée des junk bonds, donc les obligations pourries, ou plutôt les obligations à haut rendement. On a aussi les LBO, donc les leveraged buyout, donc les rachats d'entreprises avec effet de levier, et puis on a bien sûr une explosion de tous les différents produits dérivés. Et puis les années 80, c'est aussi le film Wall Street, donc qui venait d'être tourné au moment de la crise, puisqu'il a été tourné en juillet 1987, juste 3 mois avant le crack, et puis c'est la période des Golden Boys, et du point de vue aussi informatique, le début des systèmes automatiques, le début de l'automatisation en finance. Wall Street. We're going down the drain, okay? The stock is plummeting. When it hits 18, buy it all. Something big is going down. I want you to fill out the missing picture. Mr. Gecko, that's not exactly what I do. Where you can trade your honor. I could lose my license. That's inside information. For power. If you're not inside, you are outside. Alors dans un crack, on a souvent une crise de fond, on a souvent un déclencheur et puis des outils qui permettent de propager la crise. En 2008, par exemple, on pourrait dire que la crise de fond, c'est la bulle immobilière américaine, les outils, ça va être les subprimes, et puis le déclencheur, ça va être la faillite de Lehman Brothers. On peut voir ça différemment, bien sûr, mais on peut résumer ça un petit peu comme ça. Si on passe maintenant en 1987, la crise de fond, c'est un dollar qui est surévalué. Ce sont des marchés actions qui sont aussi surévalués depuis 4 à 5 ans, donc comme je l'ai dit, depuis 1982 à peu près. C'est aussi un commerce extérieur américain qui n'arrête pas de se creuser, et puis des taux d'intérêt qui commencent à remonter. Du côté des outils, donc ce sont les systèmes de programmes automatiques, et puis l'avènement donc des produits dérivés. Et le déclencheur, c'est la publication 3 jours avant, donc le 14 octobre, des chiffres du déficit extérieur américain. Donc je vous ai parlé des programmes de trading automatique, oui parce que c'était comme je l'ai dit le début de l'ère informatique, donc les gérants de fonds, les investisseurs, les traders, les banques, ils s'étaient dotés de programmes automatisés qui leur permettaient en fait de gérer le risque de leur portefeuille, ce qu'on appelait à l'époque le portfolio insurance, donc l'assurance de portefeuille. Alors pour comprendre la psychologie des traders qui peuplaient les salles de marché à cette époque-là, il faut comprendre que la plupart d'entre eux avaient déjà pas mal d'années d'expérience et ils avaient pour la plupart vécu un gros marché baissier pendant les années 70. Et même si on avait vécu un beau marché haussier de 82 à 87, la plupart n'avaient pas oublié ça et donc voulaient garder en fait un espèce de mécanisme pour protéger leurs gains, d'où la mise en place de ces systèmes automatiques, de ces systèmes de trading qui, en cas de baisse du marché, allaient vendre des actions. En fait, plus précisément, la plupart des systèmes de trading de cette époque-là vendaient des produits dérivés, donc des futurs sur le S&P 500, pour pouvoir donc se couvrir et puis essayer de loquer leurs gains au niveau qu'ils avaient obtenu. Et donc, quand les actions ont commencé à chuter, la plupart des seuils ont été déclenchés, ce qui fait que les programmes de trading se sont mis en route et ont commencé à leur tour à vendre. Parce que bien sûr, ce système de trading, il marche quand vous êtes le seul à le faire, mais quand tout le monde utilise les mêmes règles, ça devient un cercle vicieux et plus les actions baissent, plus les prix baissent, plus ça déclenche de nouveaux seuils et donc les portefeuilles petit à petit se couvraient de plus en plus. Et à ça se rajoute, comme je le disais, l'explosion des produits dérivés. Donc il y a beaucoup de traders qui traitaient aussi sur marge, donc avec un effet de levier. Et donc au fur et à mesure qu'ils recevaient des appels de marge, certains d'entre eux ne pouvaient pas donc les combler, n'avaient plus de fonds suffisants et donc se retrouvaient à devoir vendre de force. Donc on a eu tous ces mécanismes de vente forcée ou de vente automatique qui se sont retrouvés se passer en
même temps, donc ce fameux lundi 19 octobre, ce qui a fait qu'on a atteint un niveau de baisse de 22%, un niveau jamais vu sur le Dow Jones. Alors le crack de 87, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un crack qui est purement boursier et qui n'aura pas d'impact sur l'économie comme le crack de 29, donc qui a amené des années de grande dépression, ou bien même la crise de 2008, donc qui s'est propagée bien sûr au monde entier, non seulement du point de vue financier, mais ensuite du point de vue économique, et qui a duré finalement quasiment jusqu'à maintenant. Alors c'est l'action immédiate de la Réserve fédérale américaine, qui avait à sa tête un tout nouveau gouverneur, Alan Greenspan, qui a permis de stopper net la contagion à l'économie. Alors la Fed, elle a joué son rôle qu'on appelle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle a ouvert ses guichets pour donner du crédit, pour donner de l'argent à tous les établissements en difficulté, pour qu'ils ne fassent pas faillite, et puis elle a très fortement baissé ses taux d'intérêt. Alors non seulement la Fed, elle évite une récession grave que tout le monde redoutait, mais en fait, la croissance, elle n'a même jamais été stoppée, puisqu'on retrouve une croissance américaine en 1996 de 3,5% et même de 4,2% en 88. Et 2 ans après le crack, le Dow Jones avait totalement effacé ses pertes et revenait au niveau d'avant-crack. Alors depuis, sur les marchés, on a eu des cracks, des crises, etc., mais on n'a jamais vu une baisse de l'ampleur de ce qu'on appelle maintenant le Black Monday. Alors c'est intéressant de pouvoir analyser ce crack avec plus de 30 ans de recul et de voir que c'est effectivement un crack purement de trading, un crack qui a été très violent, très rapide, mais qui n'a eu aucune conséquence sur l'économie et qui peut être vu juste comme une belle opportunité d'achat. Et là où le Black Monday a été une nouveauté, c'est qu'à l'époque, on pensait qu'un crack était forcément lié à une crise économique ou poursuivi par une crise économique, et là on s'est aperçu que c'était pas le cas, et notamment parce que la bourse était totalement déconnectée de l'économie, et ça c'était une nouveauté, totalement déconnectée de l'économie, puisqu'elle était devenue, depuis toutes ces années 80, un casino sans lien avec l'économie réelle. Alors, est-ce qu'un crack similaire peut se reproduire ? Pour moi non, pas un crack similaire, et ça pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que, comme pour toute crise de ce type, les autorités de marché ont analysé ce qui s'était passé et ont mis en place des outils de protection. Et les principaux outils après le crack de 87, ça a été des coupe-circuits, donc qui en fait stoppent le trading pour un certain temps, et ça a été mis en place par toutes les bourses mondiales et c'est devenu un standard. Donc ça stoppe le trading pendant un certain temps, après certaines variations à la baisse ou même à la hausse, et qui permet donc typiquement aux acheteurs de venir s'intéresser au marché et de ne pas avoir uniquement un flux vendeur. Ça permet de calmer un peu tout le monde, d'analyser la situation, et ça c'est une des raisons qui fait qu'un crack type 87 ne pourrait plus se produire. Alors bien sûr, on pourrait argumenter qu'aujourd'hui, la plupart des ordres sont générés par des systèmes de trading, et donc que finalement un crack de 87 comme 87 pourrait se produire et serait même encore plus violent. Mais à la différence de 87, qui avait que quelques programmes de trading et qui étaient extrêmement similaires, donc avec les mêmes règles, et donc qui, comme je l'ai expliqué, devenaient presque autoréalisateurs, on a aujourd'hui une multitude de programmes de trading. Alors ces systèmes de trading peuvent être pour de l'exécution simple, pour des simples ordres d'achat et de vente faits même par des humains, donc des gérants de fonds. On va malgré tout avoir un système de trading qui va exécuter leurs ordres, ou bien ça peut être des systèmes plus sophistiqués, par exemple pour tout ce qui est trading haute fréquence. Alors moi je me souviens, j'ai fait mon premier stage chez un broker il y a plus de 20 ans maintenant, et à l'époque on travaillait les ordres à la main, c'est-à-dire que si on recevait un ordre qui pouvait avoir un impact sur le marché, par exemple un ordre qui représentait 5 jours de volume moyen, on pouvait passer un mois à petit acheter pour limiter l'impact de cet ordre sur le marché. Ensuite, quand je suis devenu trader, donc je passais effectivement aussi par des brokers qui travaillaient à la main les ordres, mais très rapidement, on a eu des algorithmes qui permettaient, même en pure exécution, d'avoir une exécution qui était lissée sur plusieurs heures, plusieurs jours, et on pouvait choisir différents algorithmes d'exécution. Par exemple, un algorithme qui ne va pas dépasser 5% du volume, qui va essayer d'avoir comme cible la moyenne des prix pondérés par les volumes, ce qu'on appelle en anglais le VWAP, etc. Donc même pour de l'exécution pure, on a aujourd'hui la plupart des ordres qui sont passés par des systèmes automatiques. Et puis on a bien sûr tous ces systèmes de trading automatique qui, eux, prennent les décisions d'achat et de vente
de manière automatique, mais là où c'est différent de 1987, c'est qu'on va avoir des systèmes qui ont des philosophies très différentes. Donc on va avoir des systèmes qui vont plutôt avoir des techniques de gestion de type trend following, donc suivi de tendance. On va en avoir qui vont jouer le retour à la moyenne, donc quand une action va baisser, ils vont avoir tendance plutôt à l'acheter, d'autres qui vont faire du momentum, etc. Et le fait d'avoir cette multiplicité de systèmes fait qu'on a beaucoup moins d'effets autoréalisateurs comme on le voyait à l'époque du crack de 87. Et quand on a un algorithme ou même plusieurs qui dérapent, comme on l'a vu pendant le flash crash de 2010, eh ben on a d'autres systèmes automatiques de trading qui ont, donc comme je l'ai dit, des philosophies différentes, qui vont profiter de l'opportunité. Et le flash crash de 2010, par exemple, n'a duré qu'une trentaine de minutes avant de voir les cours remonter. Alors bien sûr, tous ces algorithmes de trading, ils sont loin d'être parfaits, et il y en a souvent donc, qui dysfonctionnent. On a l'exemple en 2012 de celui de Knight Capital, qui s'est totalement emballé, et qui a envoyé, pour vous donner une idée, 4 millions d'ordres en 28 minutes, ce qui a fait perdre à Knight Capital 400 millions de dollars, mais on n'a eu aucun impact, aucun effet systémique, on va dire, sur le marché, et à nouveau, il y a des traders ou des autres algorithmes de trading qui ont profité de cette opportunité. Alors on est tous d'accord pour dire que l'histoire se répète et qu'il y aura plein d'autres cracks et crises boursières à l'avenir, mais un crack aussi rapide, violent et sans aucune conséquence économique, un crack aussi pur que celui de 1987, personnellement je ne crois pas. Mais bon, l'avenir nous le dira et je suis curieux d'avoir votre avis, mettez-le moi dans les commentaires. Petit message pour ceux qui m'écoutent en podcast, si la chaîne vous plaît, mettez 5 étoiles dans iTunes, ça nous permet d'être un petit peu plus visible. Voilà, merci encore d'avoir écouté ce podcast ou cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt.